S'appelle Généraliser. Donc, nous, c'est un projet qu'on a eu grâce au soutien du ministère de la Famille du Québec, qui nous permet maintenant de déployer à plus grande échelle dans la francophonie canadienne. Je vais aller assez rapidement sur bon, le RANQ, le regroupement des aidants naturels du Québec. Nous, on existe depuis 2000. On a 3 mandats principaux. On soutient nos organismes membres qui, eux, offrent des services directs aux personnes proches aidantes, du répit, du soutien psychosocial, etc. On sensibilise la population, les décideurs et les employeurs. Et puis, on promouvoit les droits des personnes proches aidantes, majoritairement à travers la Semaine nationale des proches aidants. Donc, au Québec, c'est en novembre. Et au Canada, c'est le 6 avril, la journée des proches aidants. Donc, ça s'en vient bientôt. Au Québec, depuis octobre, on a une loi sur les personnes proches aidantes. Puis, dans cette loi, il y a eu une définition. Ça a été tout un travail de bien définir les personnes proches aidantes, les personnes aidantes, les aidants familiaux, les aidants naturels, peu importe comment vous les appelez, c'est la même chose. Une des questions pour laquelle c'est un exercice qui peut paraître fastidieux, mais qui est en fait très important, c'est que la plupart des personnes proches aidantes, elles ne se reconnaissent pas comme proches aidantes pour différents facteurs. Et donc, d'avoir une définition qui permet aux employeurs, aux professionnels de la santé et aux proches aidants de savoir de qui on parle, ça facilite la reconnaissance. Donc, en gros, nous, on parle de toute personne qui apporte un soutien à plusieurs ou une personne de son entourage, que ce soit une incapacité temporaire ou permanente, et peu importe la nature de l'incapacité ou du problème. Ça peut être un accident de la route qui fait qu'elle a un traumatisme crânien, ça peut être un problème de santé mentale comme la dépression, ça peut être un problème de handicap, un enfant qui est né avec un handicap, la surdité, peu importe. C'est peu importe aussi le milieu de vie, que ce soit dans des soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées ou quoi, ou le domicile de la personne. Et il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien affectif entre la personne aidée et la personne aidante. Et ça, c'est important parce que les employeurs, souvent, ils sont ouverts à aider un proche aidant qui est proche aidant pour quelqu'un de la famille, mais ils ont plus de difficultés à voir que la proche aidance, ça peut aussi être un ami ou une amie, un voisin. En fait, ça représente au Canada à peu près 16% des personnes proches aidantes. Sans aller dans le dans la grosse définition, une personne proche aidante, la différence avec quelqu'un qui offre un coup de main une fois de temps en temps, c'est qu'il y a vraiment un but en arrière de la proche aidance. C'est vraiment d'aider le rétablissement de la personne aidée ou d'améliorer ou maintenir la qualité de vie ou de favoriser une fin de vie dans la dignité. Et donc ça va engager un aspect émotif qui est différent de quand on vient juste tomber la pelouse une fois de temps en temps à sa grand-mère parce qu'on est sympa. Ça peut prendre différentes formes, donc le transport pour amener à des rendez-vous médicaux ou faire l'épicerie, l'aide aux soins personnels, s'habiller, se laver, faire des travaux domestiques, donc passer la tondeuse, déneiger quand il y a de la neige. C'est aussi le soutien émotionnel et ça représente beaucoup plus d'heures et d'impact que ce qu'on pense. La coordination des soins, prendre les rendez-vous à droite, à gauche, être présent au rendez-vous pour s'assurer que tout le monde a bien les bonnes informations et puis aller chercher des médicaments, etc., etc. Et puis, ce qui est important, c'est que la proche aidance, contrairement à quelqu'un qui donne un coup de main occasionnellement, c'est que ça peut entraîner des répercussions financières au niveau de la santé physique et au niveau de la santé mentale de la personne proche aidante et ça réduit son temps qu'elle a pour ses autres responsabilités sociales comme le travail, et ses responsabilités dans le fond familial parce que la majeure partie des proches aidants, c'est ce qu'on appelle les sandwichs. Ça veut dire qu'ils ont et un parent aîné dont ils s'occupent et des enfants en relativement bas âge. Quelques constats sur la proche aidance. C'est un Québécois sur 4. C'est à peu près le même chiffre ailleurs au Canada. On a cette image au Canada qu'un proche aidant, c'est vraiment une personne aînée qui prend soin d'une personne aînée. Donc souvent conjointe, c'est pas le cas. En fait, déjà, il y a 75% des personnes proches aidantes qui prennent soin d'un aîné et la plupart ne sont pas aînés eux-mêmes.
Et puis, il faut 2 ans à peu près pour se reconnaître comme personne proche aidante pour différents facteurs. Mais souvent, on se dit, ben, quand c'est notre conjoint, on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est le pire, fait que c'est naturel ce qu'on fait. Ou quand on est un parent, ben, on se dit que bah, c'est notre enfant et donc on est juste le parent de cet enfant-là sans forcément voir que les problèmes de santé de cet enfant-là apportent une charge, une responsabilité beaucoup plus importante pour le parent que si ça avait été un enfant soit neurotypique, soit en bonne santé. Au Québec, c'est 58% des personnes proches aidants qui sont des femmes. C'est un peu plus élevé dans le reste du Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ce chiffre, c'est que les femmes ont plus de tâches traditionnelles dans le rôle de proche aidant. Elles organisent plus souvent les soins, elles sont plus souvent dans l'aspect soutien émotionnel et dans tout ce qui concerne la charge mentale. Et puis, elles vivent plus fortement les répercussions. Souvent, elles offrent un nombre d'heures plus important. Et effectivement, par exemple, organiser les soins ou être la personne répondante, ça veut aussi dire partir en urgence d'une réunion parce que la personne dont on prend soin est tombée dans les escaliers ou a fait un problème de santé à l'hôpital. Donc, pour elles, c'est plus de stress, d'épuisement, c'est une réduction des loisirs et un appauvrissement plus grand aussi à cause déjà d'une différence entre les hommes et les femmes sur les niveaux de revenus. 43% des proches aidants, ils estiment qu'ils n'ont pas eu le choix d'être proches aidants. Et ça, c'est important parce que ça va jouer sur leur propre santé. Souvent, on est proche aidant soit parce que la situation se présente et qu'on était là au moment du diagnostic, soit parce que c'est notre enfant et que on est la mère et que tout le système de santé est organisé autour de la mère, soit parce que dans le fond, dans le sein de la famille, on est la personne dont la carrière est la moins importante d'après les autres frères et sœurs ou que le revenu est le plus faible et donc tout dirige vers le fait que ça sera nous, la personne proche aidante. Un petit quiz comme ça, je voulais savoir, d'après vous, quels sont le pourcentage des proches aidants qui bénéficient des crédits d'impôt fédéraux? Donc, moins de 5%, de 5 à 25%, de 26 à 50% ou de 51 à 75% ou plus de 75%. On met la réponse sur le clavardage, Mélanie? Non, non, ça va apparaître tout seul. OK. Fait que vous êtes plutôt bon, félicitations. Quand je fais ce quiz, d'habitude, les gens se trompent vraiment plus. Moins de 5% à 64%, c'est ce que vous avez voté. Et effectivement, c'est le cas. Donc, il y a 3,6% des proches aidants qui obtiennent le crédit d'impôt au niveau fédéral. Et ça rembourse que 18% des dépenses. C'est vous dire pourquoi c'est important de mettre en place des mesures de conciliation proche aidance-travail parce que leur revenu peut être vraiment une source importante d'argent, mais qu'ils n'auront pas ailleurs en fait. Alors, au niveau du Canada, le fait d'être proche aidant, en moyenne, on estime que ça entraîne une perte de revenus de 16 000 $ par année. Et ça augmente les dépenses que les personnes font pour la personne aidée de 7 600 $ par année, sachant que les familles d'enfants en situation de handicap ont un montant de dépenses encore plus élevé, pouvant aller jusqu'à 120 000 $ par année. Ça explique pourquoi ils sont 20% au Canada à vivre de l'insécurité financière. Et dans le fond, 57% au Québec, un tout petit peu moins ailleurs au Canada, travaillent. Donc, c'est à peu près un salarié sur 3. Et une des raisons pour laquelle ils essayent de travailler quand même, c'est qu'il n'y a pas d'allocation de proche aidant aujourd'hui. Il n'y a pas de moyen de survivre en étant proche aidant si on ne peut pas travailler. Alors, la difficile conciliation proche aidance-travail, en moyenne, ils sont presque la moitié, 44%, à s'absenter 8-9 jours par an à cause de leur rôle de proche aidant. 15% réduisent leurs horaires. Ils refusent des promotions, soit parce qu'ils ne sont pas informés, on les contacte pas parce qu'on pense que comme ils sont trop souvent absents, ils ne vont pas être capables de les tenir, soit parce qu'ils se disent ça va être un rôle trop exigeant et je ne vais pas pouvoir assumer les deux.
il y en a à peu près 10% qui quittent définitivement le marché de l'emploi. C'est souvent les mères de parents d'enfants en situation de handicap. Ou alors, ils vont chercher ailleurs ou au sein même de votre entreprise, ça dépend. Mais en tout cas, un poste qui soit moins contraignant, où les horaires sont plus stables, ou en tout cas, la charge de travail va être différente. Et puis, donc, surtout sur ceux qui ont entre 3 et 25 heures de soutien par semaine, on voit qu'ils ont moins de temps pour le reste de la famille et une culpabilité de partir travailler vis-à-vis de la personne qui est malade ou en situation de handicap, qui fait qu'ils vont se dire, ben, moi, je vais déjà avoir ce répit là, lié au travail, fait que je ne vais pas en plus aller chercher du soutien ailleurs, du répit ailleurs, parce que contrairement à l'autre qui reste à la maison, ben, moi, j'ai cet échappatoire-là. Alors, pourquoi ils continuent de travailler? Eh bien, oui, depuis le début, je vous parle du salaire. C'est sûr que ça a un impact, mais ce n'est vraiment pas le seul et loin de là. Dans les premières raisons pour lesquelles ils citent de travailler, c'est briser l'isolement. On est en contact avec nos collègues. Bon, pas en ce moment forcément physiquement, mais quand même. Et puis, on se sent compétent, on se sent valorisé, alors qu'être proche aidant, d'une part, c'est absolument pas valorisé comme rôle social. D'autre part, quand la situation de santé change, on a beaucoup de sentiments d'incompétence ou quand c'est le début de la proche aidance, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Fait que là, le travail, ça reste une valeur où on sent vraiment qu'on est quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de proches aidants qui utilisent le travail comme une forme de répit du rôle d'aidant pour pouvoir souffler de ce rôle-là. Et ça entraîne de ce fait différents styles d'aidants au travail. Donc, il y a l'aidant en équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à tenir en équilibre les responsabilités d'aidant et les responsabilités professionnelles. En général, c'est les proches aidants qui font quand même moins d'heures de soins que les autres. C'est aussi ceux qui ont des accommodements individuels dans les entreprises. C'est ceux dont les collègues ou les employeurs sont informés de la situation de proche aidance, donc ils sont donc capables de faire des accommodements ou d'être plus bienveillants. Et ça donne le sentiment à la personne proche aidante d'être soutenue par ses collègues-là et par ses employeurs. Ensuite, il y a l'aidant débordé. Donc, c'est celui qui ne réussit pas vraiment sa conciliation, qui a un niveau de stress ou de détresse très important, qui reste en emploi purement pour des questions financières et qui va refuser des promotions ou qui va chercher à réorienter sa carrière. Dans le fond, le travail, c'est vraiment une seconde priorité. L'important, c'est avoir de l'argent et tenir le rôle d'aidant. Après, il y a l'aidant décrocheur. Donc, c'est celui qui quitte provisoirement ou définitivement son emploi. J'aime pas ce terme, mais c'est le terme que les chercheurs ont utilisé dans la recherche. Donc, je reprends le même, là, mais c'est ceux qui quittent l'emploi ou qui partent en retraite anticipée par manque d'aménagement ou qui sont licenciés carrément parce que leur productivité est moins bonne ou parce qu'ils sont trop souvent absents. Et puis là, on voit majoritairement des mères d'enfants en situation de handicap pour toutes les raisons que je vous ai citées plus haut. Enfin, il y a l'aidant cavalier seul. C'est celui dont personne ne sait la situation de proche aidance. Puis là, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est vraiment avoir deux compartiments imperméables. Donc, il y a ma vie perso d'un côté, il y a ma vie professionnelle de l'autre. Ça ne se parle pas pour différentes raisons. D'une part, parce que comme ça, il n'y a personne qui vient me voir au bureau le matin en me demandant comment ça va, telle maladie, est-ce que j'ai reçu le résultat de tel diagnostic. Donc, j'ai l'esprit libre de la proche aidance. D'autres, c'est par peur des représailles ou de stigmatisation, surtout dans le cadre de maladies qui ne sont pas bien vues dans la société. Je parle au VIH-Sida, des problèmes de santé mentale, etc. Et surtout aussi dans les communautés qui sont petites où tout le monde se connaît, la personne malade n'a pas forcément envie que tout le monde sache c'est quoi sa maladie. Fait que du coup, l'aidant n'a pas la possibilité de parler de son rôle et de pourquoi il tient ce rôle-là, donc il est isolé. C'est souvent ces proches aidants-là qui vont bénéficier des politiques de conciliation qui sont mises en place dans les entreprises parce qu'ils peuvent du coup utiliser les mesures qui sont en place sans avoir à parler de leur situation à leurs collègues ou à leurs supérieurs hiérarchiques. Et puis, c'est aussi des aidants, une des raisons pour lesquelles ils ne demandent pas forcément d'aide, c'est qu'ils ont l'impression que s'ils se font aider, ça prouve qu'ils ne sont pas capables de tenir leur rôle d'aidant, donc ils sont en échec, ou ça les culpabilise, comme je disais tantôt, sur le fait que eux, ils ont du soutien, alors que la personne qui est malade, ce n'est pas eux.
Un petit quiz, encore une fois. Puis d'ailleurs, j'ai oublié mon premier, à savoir qui êtes-vous, mais tant pis. Donc, d'après vous, quelle est la catégorie d'aidants qui est le plus représentée dans les entreprises actuellement là, au Canada? Est-ce que c'est l'aidant en équilibre, donc celui qui parvient plus ou moins? Est-ce que c'est l'aidant débordé, donc qui en voie de décrochage, on va dire? Est-ce que c'est ceux qui ont déjà décroché ou est-ce que c'est les cavaliers seuls? Alors, vous avez été un peu plus nombreux, je vais vous montrer les résultats, à l'aidant cavalier seul. Et effectivement, ils sont à peu près au même niveau, l'aidant débordé et l'aidant cavalier seul. Sachant qu'un cavalier seul, ça ne veut pas dire qu'il réussit à maintenir sa conciliation proche-aidance-travail, mais ils sont à peu près, c'est les deux qu'on retrouve le plus. L'aidant en équilibre, c'est pas souvent, et l'aidant décrocheur, c'est à peu près 10% des proches aidants. Donc, basé là-dessus, de quoi ont besoin, dans le fond, les proches aidants? Donc, elles ont besoin de temps, elles ont besoin de flexibilité surtout, elles ont besoin de répit et elles ont besoin de soutien. Le répit et le soutien, ce n'est pas un employeur qui va pouvoir le donner, on s'entend là-dessus. Par contre, il existe des services d'organismes communautaires que vous pouvez informer, dans le fond, vos employés qu'il y a ça qui existe pour les aider. Ou dans les services de santé, dans le système de santé, il y a du répit qui est offert par le système public directement. Par contre, le temps, la flexibilité, en tant qu'employeur, vous pouvez le faire. Il y a déjà les lois des normes du travail. Au niveau Colombie-Britannique, c'est Rachel qui va présenter ce qui existe ou pas. Il y a les prestations canadiennes pour le remplacement de revenus de manière provisoire qui vont permettre de prendre ce temps-là sans complètement effondrer son budget. Et puis, il y a les mesures volontaires des employeurs. Donc, je vais vous les présenter aussi là plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'employeur? Quelles sont les prestations de remplacement du revenu au Canada? Donc, il y en a deux en temps normal. Il y a la prestation d'assurance emploi pour le congé de proche aidant. C'est 55% du salaire qui est payé donc, par l'assurance emploi pendant 15 semaines au maximum. Mais il faut que ça soit pour une personne malade adulte qui soit gravement malade ou gravement blessée, ou pour un enfant, c'est 35 semaines. Et ça, ce que ça dit, dans le fond, c'est que c'est seulement quand c'est un problème ponctuel, aigu. Donc, la personne dont vous preniez soin se fait opérer, je ne sais pas, parce qu'elle a une maladie cardiaque, il faut qu'elle rentre à la maison, elle a besoin de soutien. Ou vous avez c'est un accident de voiture, un accident de vélo, peu importe. Et ça, et d'ailleurs, je vais vous donner la primeur. Je viens de faire les analyses là après avoir demandé de l'information au Service Canada. Et il y aurait 0,6% des personnes proches aidantes qui sont proches aidants plus que 10 heures par semaine qui peuvent avoir accès à cette prestation-là et qui la demandent. Donc, c'est très, 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 très faible. Déjà à cause des critères, mais aussi parce que c'est pas connu. Et les gens la demandent pas, ils savent pas qu'ils y ont droit. Donc ça, c'est important aussi de leur signifier. Il y a une prestation de compassion pour les proches aidants d'une personne en fin de vie. Donc ça, c'est 55% du salaire pendant 26 semaines. C'est partageable entre plusieurs personnes proches aidantes. Donc ça leur permet, par exemple, si c'est une mère qui est en fin de vie, les enfants peuvent prendre 10 semaines l'un, 13 semaines l'autre et 3 semaines le dernier. Le tout, c'est un maximum de 573 $ par semaine. C'est admissible aux travailleurs autonomes si vous en connaissez ou si la personne aidée réside à l'étranger. Par exemple, vous avez un employé qui est marocain et il doit aller dans sa famille au Maroc pour prendre soin de sa mère qui a Alzheimer. Et il a le droit d'avoir les prestations d'assurance emploi à condition qu'il y ait un certificat médical d'un médecin du Maroc.
Dans tous les cas, il faut un certificat médical de toute façon, que ce soit par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Et les deux prestations, elles sont cumulables. Vous pouvez accompagner une personne aînée ou même un enfant qui a un cancer pendant 35 semaines avec la prestation de congé pour les proches aidants. Et puis, quand il est en fin de vie, là, vous accumulez les 26 semaines suivantes. Ça, c'est aussi donc pour vous en tant qu'employeur, vous pouvez rajouter de l'argent. Ça veut dire que vous savez qu'il a 55% de son salaire, vous voulez mettre plus. Et ce montant-là de plus, vous pouvez demander au gouvernement canadien qu'il soit comptabilisé dans vos comptes pour que ça soit valorisé dans ce que vous faites et que ça soit, je crois que c'est une déduction d'impôt que ça vous apporte. Donc, ça vaut la peine de regarder si jamais vous avez envie de contribuer au niveau financier au soutien de la personne proche aidante pendant ce temps-là. Pendant la pandémie, il y a eu quelque chose de spécifique qui a été mis en place, c'est la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants. C'est 500 $ par semaine pendant 26 semaines et c'est dans 2 cas. C'est le programme, l'école, le centre de jour est fermé ou à horaire réduit, donc la personne proche aidante doit diminuer le nombre d'heures qu'elle travaille au minimum 50%, et donc le gouvernement compense l'argent qui est perdu. Mais ça veut dire aussi qu'elle peut continuer de travailler jusqu'à hauteur de 50%. Fait que pour vous, en tant qu'employeur, ça peut être intéressant de bien savoir cette information-là. Ou c'est que la personne aidée elle-même est trop à risque. Par exemple, les personnes diabétiques, les personnes qui ont des risques cardiaques sont plus à risque d'avoir la COVID et des conséquences très graves. Donc, on permet que le proche aidant reste à la maison pour s'en occuper, même si l'activité, l'occupation que la personne aidée a d'habitude est ouverte. Et donc, le proche aidant a ce revenu-là. Il faut toujours un certificat médical signé. À la question de savoir si vous êtes en droit ou pas de demander ce certificat médical, je pense que c'est non, mais il faudrait vérifier parce qu'au Québec, c'est non. Est-ce que les lois sont différentes en Colombie-Britannique? Pour ça, je ne sais pas. Alors, je vous parle depuis le début, c'est qui les proches aidants, c'est quoi qui existe? OK, mais qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que c'est plus, ça vous coûte plus d'argent, de temps, peu importe quoi, en tant qu'employeur, de rien faire ou de faire quelque chose? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, puis ça, c'est une étude qui a été faite auprès de 1910 entreprises au Québec, tout style d'entreprise, des très petites comme des très grandes. Et puis, ce que ça montre, dans le fond, c'est que les employeurs, ils dénotent que ne rien faire pour les personnes proches aidants, c'est un taux d'absentéisme plus grand. C'est du présentéisme, donc la personne est physiquement au travail, mais complètement préoccupée par ce qui se passe à la maison ou reçoit des appels de professionnels de la santé et est constamment dérangée. Et donc, concrètement, elle ne travaille pas. C'est au niveau du Canada, c'est 2,2 millions d'heures par semaine perdues. C'est 1,3 milliard de dollars de baisse de productivité et c'est 55 millions de dollars en coûts de remplacement, embauche, etc. Au niveau du Canada, ça, ce n'est pas une étude québécoise, c'est vraiment Canada en 2015. Et l'étude québécoise montrait que dans le fond, il y avait 55,2% des employeurs qui sont favorables à employer des personnes proches aidantes et que la plupart, là, c'est plus, ils ne sont pas défavorables, il y a seulement 1% qui est complètement défavorable. C'est plus, ils sont un peu réticents parce qu'ils ne savent pas comment ils vont devoir aménager le temps de travail, la collaboration, etc. Fait que s'ils étaient soutenus, ils seraient très ouverts à avoir des personnes proches aidantes dans leurs employés. Donc, les réticences. Déjà, comme je vous le disais au début, il y a cette vision qu'on est proche aidant pour quelqu'un de sa famille très proche. Et même très souvent, c'est son conjoint, sa conjointe, peut-être son père, sa mère, puis son enfant qui a un handicap. Et là, ce n'est pas n'importe quel handicap non plus. Les handicaps comme les TDAH sont moins reconnus comme des proches aidants. Donc, on ne reconnaît pas, dans le fond, si on prend soin d'un oncle, d'une tante, d'une cousine ou d'un voisin ou d'une amie, alors que le rôle peut être identique, le nombre d'heures aussi.
Les autres réticences, c'est dans le fond, le type de poste ne permet pas d'aménagement. Par exemple, si vous avez un magasin de chaussures qui doit être ouvert de 10 heures à 18 heures et que c'est votre seul employé, ça va être difficile de changer les horaires, là. Ou la taille de l'entreprise, donc, ne permet pas d'aménagement. Il y a certaines conventions collectives qui peuvent limiter la mise en place des mesures. Il y a l'impression d'un manque de ressources financières pour mettre en place des mesures. Il y a la crainte que ça donne plus de travail aux supérieurs immédiats ou aux collègues et que du coup, ça crée un sentiment d'injustice et de jalousie. Et puis, dans les plus grosses organisations, ce que l'étude démontrait, c'est que les employeurs ou les supérieurs non immédiats ne savaient pas qui est proche aidant. Ça, c'est relativement habituel, mais surtout, ils ne savaient pas est-ce que les employés utilisaient les mesures de conciliation proche aidance-travail qui pouvaient déjà exister ou pas. Donc, il y avait même pas, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de suivi sur telle mesure, est-ce que ça c'est utilisé ou est-ce que ça ne sert à rien parce que ça ne concerne personne. Enfin, il y avait la crainte que si on met en place des mesures d'accompagnement, d'accommodement pour les proches aidants, ça va réduire la productivité, ça va avoir des impacts financiers négatifs, je ne sais pas, on va moins vendre ou ce genre de choses. Et en fait, cette même étude-là, ensuite, spécifiquement, il y avait des questions pour les employeurs qui, eux, avaient mis en place des mesures de conciliation proche aidance-travail. Je vais vous présenter lesquelles après. Mais là, je vais vous présenter quels bénéfices ils ont notés depuis qu'ils avaient mis ces mesures-là. Donc, il y avait une réduction des erreurs dans le travail parce que quand la personne est préoccupée ou a des téléphones, etc., il y a un risque d'erreur qui est accru. Donc là, ils ont vraiment vu une réduction de ces erreurs-là. Ils ont vu au contraire une amélioration de la productivité, une réduction des absences de courte ou longue durée, ça faisait du sens, et surtout donc une réduction des coûts qui sont associés à ces absences-là, une réduction du taux de roulement et une augmentation de la loyauté de leur personnel, qu'ils soient proches aidants ou pas, et une amélioration du climat de travail finalement. Donc, mettre en place des mesures de conciliation proche aidance-travail, ça diminue le taux d'absentéisme, ça augmente l'attraction et la rétention des employés et ça favorise la motivation, l'engagement, l'efficacité pour toutes les personnes, pas juste pour la personne employée proche aidante. Alors, quelles solutions ces entreprises-là avaient mis en place? Il y en avait qui sont des solutions qui ne coûtent rien. Il y en a d'autres, c'était des entreprises plus grosses ou qui avaient un budget pour ça. Donc, c'est vraiment très différent. Dans les premières solutions, celles qui sont le mises en place le plus facilement, c'est l'horaire flexible ou sur mesure. C'est la possibilité aussi de prendre des pauses de repas qui ne sont pas à midi, par exemple, mais de 13 à 14, parce que comme ça, la personne, elle va appeler le médecin pour faire un suivi ou X ou Y. Ou l'école si c'est un enfant en situation de handicap. C'est le télétravail. Alors là, par contre, je mets un bémol, on est presque tous plus ou moins en télétravail en ce moment. Et le télétravail, c'est une mesure de conciliation proche aidance-travail quand la personne aidée n'est pas à la maison. Si vous avez des enfants, je pense que vous avez remarqué que travailler avec des enfants à côté, c'est quasiment impossible. Travailler avec une personne Alzheimer ou autiste qui demande constamment de l'attention, sinon elle s'enfuit, sinon elle va, je ne sais pas moi, prendre tous ses médicaments d'un coup, sinon elle va, ou qui vous sollicite constamment parce qu'elle a besoin d'être rassurée ou parce qu'elle s'ennuie, c'est impossible de faire du télétravail dans ce cadre-là. Donc, il faut bien être sûr que la personne aidée, au moment du télétravail, elle a elle-même une activité ailleurs. Pensez autrement les congés. C'est-à-dire que souvent, on va avoir l'idée de les congés d'été, c'est de tel mois à tel mois. Mais peut-être que pour un proche aidant, ce serait facilitant d'avoir les congés d'été à un autre moment parce que au mois de février, il y a une opération majeure. Parce que à tel moment, il y a l'entrée de l'enfant dans une ressource spécialisée, il faut l'accompagner plus souvent. C'est de permettre les congés sans solde facilement. C'est d'avoir une banque de congés rémunérés pour cas de force majeure. Donc, on met de côté un peu d'argent, puis quand la personne doit s'absenter 2-3 jours parce qu'il y a eu un glissement dans la situation de santé, elle peut utiliser cet argent-là. C'est les congés à traitement différé. On les prend d'avance, on les paiera, enfin, on les récupérera par après. C'est pas mal ça.
il y a la réduction volontaire du temps de travail. Donc, c'est bon, bah, au lieu de faire 35 heures, la personne fait 32 ou elle comprime ses heures. Par exemple, moi, je fais 32 heures en 4 jours et non pas en 5 pour pouvoir avoir une dernière journée où je vais mettre tous mes rendez-vous, où je vais aller faire du suivi avec la personne ou tout simplement essayer de me reposer de la semaine où j'aurais eu 3 rendez-vous médicaux en plus de mon travail en fin de journée, etc. Il y a des entreprises qui proposent des consultations médicales en milieu de travail parce que les proches aidants, comme ils prennent soin de la santé des autres, souvent ils ne prennent pas soin de leur santé, donc ils sont plus à risque d'être malades et souvent ils ne vont pas voir le médecin. Il y a les avances monétaires ou l'instauration d'un fonds d'aide aux employés. Donc ça, c'est les différentes choses qui ont été mises en place au Québec par des entreprises québécoises. Dans tous les cas, ce que montre la recherche, c'est qu'il est préférable d'avoir une politique de conciliation famille, proches aidants, travail, parce que ça prend des balises claires et uniformes pour que, peu importe l'employé qui vient, il n'y ait pas de différence dans le traitement. Pour réduire les conflits, pour permettre la confidentialité, ça va favoriser les aidants qui avalent seuls. Pour éviter des demandes constantes de personnes qui viennent tout le temps vous solliciter pour demander des accommodements. Et puis, pour avoir une constance dans le temps, la personne proche aidante, le jour où elle change de poste ou son employeur, son supérieur hiérarchique change de poste, il faut tout qu'elle recommence s'il n'y a pas écrit quelque part qu'est-ce qui était mis en place pour elle. Donc, ça sert à ça, cette politique-là. Ma dernière partie, dans le fond, c'est voir avec vous, OK, il y a une employée qui vient pour vous dire, j'ai besoin d'accommodement. Comment est-ce que vous pouvez aborder la chose? Comment vous pouvez travailler ce dossier-là? La première chose à faire, c'est de déterminer le bon moment. S'il n'y a pas d'urgence, si la personne prochaine, c'est pas comme genre, il faut qu'elle parte aujourd'hui en catastrophe pour 3 semaines, planifier une rencontre un peu plus tard, une rencontre même, je dirais, un peu longue, d'1 heure, peut-être un peu plus. Et vous, ça va vous laisser le temps d'aller chercher de l'information et pour elle aussi d'ailleurs. Évitez de le faire en même temps qu'une évaluation annuelle. C'est 2 choses différentes. Il faut vraiment les garder séparées. Ce n'est pas une analyse de sa performance. Là, on est vraiment dans un problème différent. Et puis, si vous êtes en mesure, si la situation de la proche aidante le permet, favoriser une période moins intense au niveau du travail. Si vous êtes professeur, c'est peut-être pas à la fin d'année que c'est le bon moment parce que c'est la rédaction des bulletins et tout, et tout, et tout. Fait que ça vaut la peine de le déplacer un peu. Préparer l'échange. Donc, pour vous, en tant qu'employeur, c'est un peu se renseigner sur les proches aidants, comme vous le faites aujourd'hui. C'est regarder quels sont les besoins que les personnes proches aidantes peuvent avoir. C'est regarder qu'est-ce qui existe dans votre entreprise qui pourrait être applicable. Par exemple, les politiques de conciliation famille-travail, même si elles ne s'appliquent pas toujours aux proches aidants, il y a des choses qui peuvent être transférables. Qu'est-ce que fait telle autre entreprise dans mon domaine? Mais il y a aussi des sceaux ou des normes qui existent. Au Québec, il y en a plusieurs. Puis Rachel va peut-être présenter là, en Colombie-Britannique ce qui existe. C'est aussi, renseignez-vous sur les détails confidentiels. Qu'est-ce que vous avez le droit de demander à la personne? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de demander pour respecter sa vie privée et la vie privée de la personne malade? La troisième étape, c'est donc connaître ce qui existe dans l'entreprise, dans les lois de la province. Il y a aussi des choses qui sont possibles, qui ne sont pas écrites, comme par exemple, voir est-ce qu'il y aurait un employé qui accepterait d'échanger son quart de travail avec cette personne-là. Est-ce qu'il y aurait un endroit privé pour que la personne puisse faire ses appels tranquillement, en toute confidentialité? Donc, il y a différentes petites choses comme ça que vous pouvez regarder qui ne sont pas dans les politiques de travail, mais qui peuvent améliorer la situation. Au moment de l'entretien, c'est vraiment, soyez transparent sur comment vous voyez les choses, sur qu'est-ce que vous avez cherché comme information, etc. Proposez des solutions, demandez des contreparties aussi. Vous avez le droit de dire, OK, je peux t'enlever telle tâche, tel dossier, mais en échange, est-ce que celui-là de dossier te permettrait de continuer tes heures, mais tout en ayant moins de charge mentale, etc. Parlez des ressources que vous avez en tant qu'entreprise à votre disposition. Acceptez les compromis
Et surtout, laissez-vous la possibilité de dire à la personne, c'est une bonne idée ou oh, tiens, c'est intéressant, mais je veux vérifier d'abord quel impact financier ça va avoir sur mon entreprise si je te permets telle adaptation. Enfin, il y a deux choses à bien se rappeler, c'est qu'il faut être clair avec l'employé que ces accommodements, s'ils ne sont pas dans le... en fait, peu importe, même s'ils sont dans le cadre d'une politique, c'est des accommodements qui peuvent être réévalués en fonction de deux critères, j'aurais envie de dire, voire plus si vous en voyez d'autres. Le premier critère, c'est votre entreprise, elle peut avoir ponctuellement des besoins plus importants. Je pense à un magasin de jouets, le temps de Noël, c'est un temps beaucoup plus intense. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez vous mettre d'accord avec l'employé que s'il souhaite faire moins d'heures, tout le reste de l'année, c'est correct, mais ce temps-là, s'il peut s'organiser pour être là 35 au lieu de 32, ce serait appréciable. L'autre réévaluation, c'est au contraire la personne aidée, soit sa situation s'améliore, soit elle se dégrade et dans ces cas-là, il faut revoir ce qui a été mis en place pour soutenir le proche aidant. Et le deuxième principe, c'est il faut déterminer un plan de communication. Là, il va peut-être se dire des choses dans le cadre de cet entretien qui vont devoir rester confidentielles. Peut-être que l'employé aura dit la raison de santé ou aura exprimé certaines problématiques qu'elle vit, tel accès aux soins qui n'est pas possible parce que j'ai telle situation financière qui fait que je n'ai pas accès. Bref. Et donc ça, il faut que vous soyez clair avec l'employé, qu'est-ce qui est confidentiel de qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce qui a été dit, et qui va communiquer les accommodements aux supérieurs ou aux collègues. Donc, vous permettez à la personne de faire du télétravail 2 jours par semaine au lieu de 1, comme c'est le cas pour tout le monde. Qui va le dire? Est-ce que c'est elle qui en informe ses collègues? Est-ce que c'est vous? Et comment vous le dites? Qu'est-ce que vous dites? Quelles informations vous transmettez à ces personnes-là? Il y a un guide sur la proche aidance et l'emploi dédié au personnel d'intervention. Donc, c'est vraiment pour aider les personnes qui font de la réinsertion, mais où il y a quand même une grille qui est intéressante. D'ailleurs, les étapes que je viens de vous nommer viennent entre autres de ce guide-là. Si vous avez si vous voulez transmettre ces grilles-là à vos employés, c'est une bonne idée. Ça lui permet de préparer un rendez-vous ou quand vous voulez préparer une politique de conciliation proche aidance-travail, vous voulez consulter les proches aidants, c'est quelles sont leurs tâches de proche aidant, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en tant que proche aidant pour éviter que ça ait trop d'impact sur le travail et qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme accommodement pour faire tout ça. Par exemple, donc, je dois accompagner lors des rendez-vous mon enfant qui est autiste. Mais je vais essayer le plus possible de fixer les rendez-vous en début ou en fin de journée. Donc, ça veut dire que j'arriverai plus tard ou je partirai plus tôt, mais je ne partirai pas en milieu de journée. Et puis, mes dates sont connues d'avance, fait qu'on pourra prévoir qui me remplace ou comment on s'organise. Par contre, comme mesure d'accommodement, j'aimerais ça pouvoir prendre mes vacances juste 2 heures de temps en temps ou utiliser les heures où je ne serai pas là sur mes heures supplémentaires, etc., etc. Donc ça, c'est une grille que vous pouvez télécharger facilement. C'est la page 66 du guide. Là, fait que si vous êtes intéressé, j'ai mis l'adresse mail. Fait que je vous remercie de votre écoute. Nous, on a une page Facebook, Twitter, mais on a aussi une playlist sur YouTube. C'est 3 petites capsules vidéo qui reprennent globalement qu'est-ce que j'ai dit là, les principales parties. Donc, si vous voulez vous les remettre en tête ou les partager, plutôt que de partager l'entièreté du webinaire, vous pouvez aussi aller chercher ces capsules-là pour les partager. On est aussi donc sur LinkedIn, fait que vous pouvez nous suivre si vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc, oui, proche aidance volet employeur en Colombie-Britannique. C'est un sujet qui m'a intéressée parce que je suis moi-même proche aidante depuis 30 ans. J'ai un fils et puis là, un fils à besoins spéciaux et puis là, je commence à m'occuper de ma belle-mère qui a 95 ans. Donc, comme disait Mélanie, je suis dans la génération sandwich. La situation actuelle en Colombie-Britannique, il y a plus de mesures concernant les personnes proches aidantes en Colombie-Britannique, mais pratiquement rien, comme je le disais, pour les employeurs. Il n'y a actuellement aucune obligation légale de l'employeur vis-à-vis de l'employé en situation de proche aidance. Les bons employeurs décident eux-mêmes des mesures à prendre pour fournir un bon
un bon environnement de travail à leurs employés. Pas de mesures de motivation également aux employeurs pour fournir un environnement de travail adéquat à un employé en situation de proche aidance. Quelques mesures des employeurs. Une grosse majorité des employeurs sont disposés, comme le disait également Mélanie, à assouplir les conditions de travail de leurs employés s'il y a besoin. Donc, horaires flexibles, télétravail, congés flexibles, payés et non payés. Le mot-clé, souplesse et flexibilité. Quelques chiffres. Oui, au Canada, actuellement, 35% des personnes occupant un emploi fournissent des soins informels, donc sont proches aidants, et on prévoit que le nombre d'aînés nécessitant des soins doublera entre 2012 et 2031. 1 million d'aidants naturels ont eux-mêmes plus de 65 ans et cette tendance s'accentuera avec le vieillissement de la population. WorkBC a identifié 4 catégories de clients qui font face à des obstacles importants à l'emploi. Les femmes, les membres des Premières Nations, les membres des minorités visibles et les personnes porteurs de handicap. WorkBC a donc mis en place des mesures pour les employeurs pour l'embauche, la formation et la rétention de ces catégories d'employés. Malheureusement, comme vous le voyez, les aidants naturels ne font pas partie de ce groupe. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire de sensibilisation pour les gouvernements. Voilà, donc, en fait, c'est à peu près tout. Nous avons vu qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine de la proche aidance, surtout du côté gouvernement provincial. Un document qui traite de la question en profondeur est celui du CSA, Canadian Standards Association. Je vous mets là le lien. Et